Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: recruter des collaborateurs, un défi pour le secteur e-commerce. Consommer en ligne est devenu aujourd'hui la norme. Cela nécessite donc de la part des e-commerçants un renforcement de leurs effectifs pour assurer leur développement. Pour les distributeurs historiques qui souhaitent ne pas rater le train de la nécessaire digitalisation de leurs activités, il est important de réorienter leur stratégie de recrutement de collaborateurs vers des profils spécialisés. Quelles sont les compétences recherchées par les recruteurs du secteur e-commerce ? Quelle formation privilégier pour intégrer le secteur du e-commerce ? Quels sont les postes qui peinent à trouver des candidats dans le secteur e-commerce ? Enfin, existe-t-il une recette pour composer une équipe e-commerce performante ? Pour en discuter, Ramata Diallo de Fashion Consulting Paris, Iman Benaoun de Aravati, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Laurence Taylor de Retail for Brands. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui nous regardent, à savoir le recrutement et effectivement en quoi le recrutement devient un vrai défi pour le secteur du e-commerce. Et pour répondre à notre première question, je vais te demander, Iman, de te lancer en répondant à cette première question qui est la suivante. Quelles sont les compétences recherchées par les recruteurs du secteur e-commerce? Ensuite, ce sera à toi, Ramata, et ensuite à vous, messieurs. Iman. Alors, on va chercher différents types de compétences, des compétences comportementales, des compétences techniques, et puis pas des math skills. Ça, on ne va pas aller chercher des math skills. Alors, revanche, juste pour dire, c'est le fameux grain de folie, c'est ça oui, qui pourrait manquer. Le côté disrupteur, etc., dont tout le monde parle un peu en ce moment. En revanche, pour être plus sérieux, ce qu'on va rechercher, ça va être surtout une agilité intellectuelle, une capacité à apprendre tout seul, à être capable de se challenger. Le e-commerce, comme tous les métiers du digital, rien n'est figé. Ça change tout le temps, les technos évoluent, les outils apparaissent, d'autres moyens de mesurer, d'autres moyens d'analyser. Donc un bon candidat est quelqu'un qui est extrêmement curieux, qui est capable de se remettre en cause régulièrement, d'identifier ce qui bouge, ce qui change, ce qui pointe son nez et qui va vraiment impacter son métier et qui est capable de ne pas dire « Ah, il me faut une formation », qui est capable d'aller regarder comment ça se passe, où ça se passe, challenger le sujet, et puis à la limite plutôt aller voir ses managers en disant j'ai vu un truc là, il faut vraiment qu'on regarde. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est clé et qu'on va challenger systématiquement quand on recrute un talent pour le e-commerce. Voilà. Merci Iman. Ramata, ton avis sur les compétences recherchées par les recruteurs dans le secteur du e-commerce? Alors moi, je vais me faire un peu l'avocat des non-initiés en fait, du business qui doivent recruter, notamment dans le secteur de la mode, quand on va recruter un développeur. Puisque je le rappelle, tu travailles essentiellement sur ce secteur-là. Effectivement. On va avoir des compétences de styliste, de designer, on va avoir des compétences business pour le développement d'une marque, mais pour le coup, tout ce qui va toucher au développement d'un site de e-commerce, on n'a pas l'expertise. Et l'idée, c'est pas forcément de l'avoir, mais pour le coup, quand on doit faire un recrutement et qu'on doit manager ce type de profil, ce qui va compter finalement, puisqu'on ne va pas forcément savoir lire les langages, et quelqu'un qui va arriver va nous dire PrestaShop, Shopify ou langage SMS, ça va. Enfin, très clairement, c'est des acronymes qu'on ne va pas forcément maîtriser. Ce qui va nous intéresser, c'est la recommandation en fait. C'est vraiment d'avoir... donc, on va aller vers quelqu'un qui nous a été recommandé. Et finalement, ce qu'on va aller regarder, c'est... il va nous présenter une application qu'il aura développée, il va nous présenter un site qu'il aura développé. Et on va être rassuré par de la recommandation, plus que finalement par la lecture d'un CV ou par la lecture d'une lettre de motivation, éventuellement un profil LinkedIn. Ça ne va vraiment pas être ça le critère. Ça va plutôt être j'ai quelqu'un de confiance qui m'a recommandé à vous, on va travailler ensemble. Merci Ramata. Laurence, ton avis sur les compétences recherchées par les recruteurs du secteur e-commerce? Alors, je suis assez aligné avec Iman sur les hard skills et les soft skills. Si on regarde sur les hard skills, la base de tout, c'est la dimension analytique. Que vous soyez dans une fonction qui soit en rapport direct avec de l'acquisition de trafic, ça semble une évidence, mais même quand vous êtes dans une fonction plus créative et plus d'ergonomie, il faut cette dimension d'analyse
qui est indispensable. Et ça, c'est la fondation de tout. C'est la dimension analytics. Et en termes de comportement, là où je vais rejoindre Iman, c'est qu'on est beaucoup dans des plateformes, que ce soit autour de l'écosystème Google sur de l'e-commerce classique ou en e-retail avec un Amazon, c'est de la plateforme. Donc c'est la loi du il faut se démerder. Bon, je le dis moins élégamment, mais il faut pouvoir... Non, mais tout le monde aura compris. Non, mais il faut pouvoir justement aller chercher et identifier les opportunités et s'auto-former et être en autonomie. Et le troisième point, c'est qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Si je suis sur la dimension fidélisation, en quoi ça contribue au message global qu'une marque essaye de porter? Si je suis dans la partie acquisition, en quoi mon canal est complémentaire d'actions de fidélisation qui peuvent y avoir par ailleurs? Et si je suis dans la partie conversion, en quoi je vais adapter le contenu et je vais adapter l'environnement en fonction des différents canaux qui me permettront d'aller vers la conversion finale. Ne pas être auto-centré sur simplement son job, son rôle, mais d'essayer de l'englober dans une vision globale, on va dire, une sorte de culture d'entreprise e-commerciale, si je peux dire, ou e-commerce entre guillemets. Voilà, en Angleterre, on appelle ça des profils T-shaped, très, très profonds dans une spécialité, mais qui sont capables de comprendre l'ensemble des problématiques e-commerçantes. Voilà. Merci Laurence. Pierre-Louis, ton avis sur les compétences recherchées par les recruteurs sur le secteur e-commerce? Ça dépend de l'industrie dans laquelle on travaille. Si on a vu effectivement tout à l'heure avec la mode, tout à l'heure. Mais FMCG, automobile et autres, il y a une compétence de savoir-faire du secteur qui prime surtout. De temps en temps, on rend ça négatif en disant que c'est de la consanguinité, c'est-à-dire que un industriel food va recruter un foodeur, un industriel auto va recruter un spécialiste de l'automobile. Et j'ai vu très souvent qu'on recrute, voire même en interne, pour former. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de e-commerce doit être capable d'en faire au bout de 6, 8 ou 1 an. 6-8 mois ou 1 an. Et donc, pour revenir aux skills, les capacités d'auto-formation et de curiosité sont centrales, qu'on aille le chercher via un chasseur ou un recruteur, ou qu'on le transfère en interne d'un service à un autre. La capacité d'auto-formation, elle est centrale. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que cette personne arrive à prouver qu'elle est capable de transmettre ses propres compétences sans dénaturer ce qu'il fait et tout en étant capable de parler aussi bien à un directeur marketing qu'à un chef de marque ou un chef de produit. Il faut qu'il soit polyglotte, entre guillemets, d'un point de vue compétence. Oui, mais même, il faut qu'il arrive à éviter, alors on en parlait avec Iman, c'est que là-dessus on est sur la même longueur d'onde pour le coup, il faut qu'il arrive à éviter sur une phrase, s'il y a 3 termes techniques, on est d'accord. C'est trop. C'est pas possible. Oui. Donc empathique. C'est plus qu'empathique, c'est une capacité à oublier sa propre technicité pour transmettre un résultat en fait. D'accord. Quand on discute avec un directeur marketing. Vulgariser. Avec des termes du quotidien, des choses complexes. Ce qu'on essaye d'ailleurs de faire ici. Donc justement, puisqu'il est beaucoup question de formation, d'auto-formation, mais même de formation au sens large, on en arrive à ma deuxième question. Quelle formation privilégier pour intégrer le secteur du e-commerce? Iman et ensuite Ramata. Si la question, est-ce que c'est si je suis candidat, si je suis collaborateur, ou est-ce que en tant que recruteur, quelle formation je vais privilégier? Alors, alors en gros, j'allais dire les deux, mon capitaine. D'accord. Dans le sens où l'idée, c'est d'indiquer aux candidats les formations qui sont elles-mêmes recherchées par les recruteurs. Alors, il y a plein de... Je les ai dans mon téléphone, donc je peux en lister quelques-unes. J'ai demandé à mes équipes où est-ce qu'ils vont chercher. Il y a les compétences traditionnelles, les MBA e-commerce, etc. Donc, tous les acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais qui proposent des formations diplômantes de... Comment dire, en e-commerce? Oui, en e-commerce, mais en full-time pour les jeunes qui sont dans des cursus de formation traditionnelle ou en part-time pour des gens, par exemple, en je suis chez Renault, je ne suis pas e-commerce, j'ai 15 ans d'expérience, mais je dois basculer sur un poste e-commerce chez Renault. Eh ben, je me fais financer un MBA e-commerce et en part-time. Et donc, à fond, pendant 1 an, j'apprends, et puis je reviens dans ma boîte avec
des compétences, des savoir-faire, un savoir-être un peu différent, etc. Donc ça, je trouve ça génial. Le part-time pour des gens qui viennent des métiers du marketing, de la com, et qui ont envie ou qui pensent qu'il faut qu'ils basculent. Et moi, je pense que beaucoup de gens devraient essayer de s'orienter comme ça. Et puis, il y a des formations qui sont, entre guillemets, des approfondissements pour des experts de nos métiers. Je suis un super expert de l'acquisition, mais moi, maintenant, je voudrais élargir mon scope de compétences. Je voudrais rentrer un peu dans social media. Il y a eu toute une vague de formations social ads, etc. Donc, c'est super. Et là, il y a des boîtes qui se sont spécialisées. J'en ai quelques-unes, je vais chercher pendant que d'autres parlent, qui font des formations relativement, des cycles assez courts, assez smart d'ailleurs, et je suis chef de projet, je veux devenir PO, je suis, etc. Et donc, c'est des formations relativement courtes et des boîtes qui sont très pointues, qui sont sur une verticale, point. Voilà. Et après, il y a des gens super comme Origami, Yann Gabet, qui fait un truc où il va chercher des gens qui ont les compétences comportementales, les soft skills ou les math skills, et qui va former à des sujets très techniques du digital, la web analyse, la web acquisition, enfin l'acquisition de trafic, des choses qui sont quand même relativement, conscrites, mais sur des gens qui sont au chômage, qui ont des compétences comportementales. Mais et pour avoir rencontré certains de ces étudiants chez Origami, on est assez halluciné par le niveau de diplôme qu'ils possèdent, bac plus 4, bac plus 5, dans le domaine parfois même du marketing, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Voilà. Donc c'est assez hallucinant. Et donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Merci Iman. Ramata? Du coup, moi, par rapport à ça, ce qui m'interpelle, c'est comme il y a ce qui a été évoqué jusqu'ici, c'est le fait qu'il faut être en auto-formation quelque part, parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, et donc on est en permanence en fait en train d'apprendre. Du coup, quelque part, les formations, les titres en tout cas, est-ce qu'ils ne deviennent pas aussi rapidement obsolètes? Parce que finalement, même si on arrive en disant j'ai tel diplôme de telle école, il y a un moment où ce qui va être plus important, c'est l'expérience que l'on a et ce qu'on va chercher à mettre en avant. Finalement, peut-être que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui s'est plongé dans la piscine, entre guillemets, pour apprendre à développer un logiciel, une application ou autre, va être... De l'école 42. Peut-être. Mais je pense qu'il y a vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, et ce qui m'interpelle, c'est quelque part, c'est plus tellement un diplôme et une formation qu'on va mettre en avant en disant j'ai fait telle école de commerce ou je viens de tel milieu et j'ai ce réseau-là, mais c'est plutôt... On peut finalement intégrer des cercles qui nous étaient peut-être pas forcément, qui étaient peut-être pas forcément prévus pour nous, parce que en open source, on va aller développer des compétences et on peut réellement apprendre. Donc je trouve que de ce point de vue-là, j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça et me dire qu'il y a des ouvertures pour des profils qui sont assez diverses en fait. Et ça, merci les certifications. Ouais. Ce qui pose aussi une question, j'ouvre et je la referme très vite parce que, messieurs, je vais vous donner la parole là-dessus, c'est de se demander si à terme, le vrai diplôme, ce n'est plus le fait d'avoir une école, mais d'avoir la certification Google qui va bien, qui a été renouvelée, qui sera renouvelée tous les 2 ans, etc. Ou la certification d'un outil, je dis n'importe quoi, celui d'Oracle ou celui d'un autre. Voilà, c'est une vraie question que je me pose parce que de plus en plus sur les profils LinkedIn, c'est quand même la notion de certification, un des éléments qui est de plus en plus mis en avant par les utilisateurs. Un peu virulente ou violente. On recrute pour des entreprises avec des clients qui ont un cahier des charges, des exigences, etc. Et il y a quand même, dans les formations traditionnelles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc., il y a plein de trucs qui n'ont aucun intérêt, mais il y a pour les écoles d'ingénieurs, une capacité, on a une certitude sur la capacité de la personne à avoir des skills analytiques, une forme d'agilité oui, une forme. Je ne dis pas que c'est la seule et que des gens qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ne l'ont pas, mais en tout cas, quand ils l'ont fait, on n'a pas besoin de trop se poser de questions. On sait à peu près ce qu'ils ont appris, comment ils l'ont appris, et idem sur une école de commerce. Mais le vrai sujet, c'est pas le diplôme, c'est la capacité. Le diplôme, il vaut à un moment donné à l'entrée. Et puis, la formation qu'on fait, moi, j'aime bien quand Alexandre dit, moi, ce que j'apprends à mes élèves, je leur apprends à apprendre. Et je leur apprends qu'ils ne savent pas. Je leur apprends sans arrêt à comprendre qu'ils ne savent pas. Et la formation que je fais
le MBA que je leur apporte, je leur ouvre plein de portes. Tu parles d'Alexandre qui? Stopnicky. Ah d'accord, mais tout le monde ne le connaît pas. Pardon. Donc qui drive un master, à Léonard de MBA, Vinci. à Léonard de Vinci sur le e-commerce. Lui, il dit, mes étudiants, je leur explique dès le départ que moi, je vais leur apprendre à apprendre. Je ne vais pas leur donner un diplôme qu'ils vont pouvoir revendre derrière comme ça. Non, ce diplôme veut dire qu'ils savent aller chercher et qu'ils savent apprendre. Merci. Quand même. Merci Iman, merci Ramata. Laurence, ton avis sur les formations privilégiées pour intégrer le secteur e-commerce? Alors je pense qu'on a un peu touché sur le sujet. C'est-à-dire que moi je suis assez original dans ce marché, c'est que je viens d'une école d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur et c'est relativement rare. Et au début ça m'a un peu desservi parce que j'avais pas... Tu as fait une école d'ingénieur pour atterrir dans le monde de la publicité ensuite. Exactement. Puisqu'après tu étais chez Havas, enfin je dis pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, je me permets de te faire un petit portrait. C'est gentil. Et en fait, ce qui m'a différencié, et là je parle de mon expérience personnelle, c'est justement cette capacité à structurer, cette capacité analytics, et cette capacité aussi à apprendre et à mettre un certain nombre d'heures de travail derrière. C'est ça qui est intéressant, et je trouve que c'est intéressant dans ce que dit Iman. Parce qu'effectivement, soyons honnêtes, une fois que tu es dans l'école d'ingénieur, tu apprends pas énormément de choses. Je peux vous donner mes cours de réseau et de résistance des matériaux, ça m'a pas tellement servi dans ma carrière en tant que tel. Mais la structure que j'ai créée, enfin, la structuration auquel j'ai eu droit dans cette partie-là m'a énormément servi. Une méthode. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, je suis ingénieur de formation et je viens e-commerçant de métier. Et c'est ça qui est intéressant. C'est quel est le métier que vous allez faire et en quoi votre formation va vous servir, va vous structurer et va créer une matrice dans laquelle on va pouvoir travailler et dans laquelle les gens vont pouvoir progresser. Parce que la meilleure formation, et pour rejoindre ce que tu disais Ramata, c'est le travail. Non mais c'est vrai, c'est le nombre d'heures que vous allez mettre. Mais c'est une punchline très importante. Et peut-être un peu beaucoup de candidats. Oui. C'est la quantité d'heures que vous mettez à appliquer et à maîtriser les fondamentaux. Et c'est des fondamentaux qui sont très difficiles à apprendre parce qu'en fait, dans un cursus pédagogique, et là où Origami fait quelque chose d'original, quand vous créez un cursus pédagogique dans une école, entre le moment où vous décidez du cursus, vous écrivez le cursus et vous formez les gens, il s'est passé 3 ans. Donc, si vous apprenez en école, même à Léonard de Vinci, qui est plutôt plus avancé, les dernières techniques du search, en 3 ans, les nouveaux best practices, ils auront évolué. Ouais, donc, vous aurez parce que Google aura lancé une nouvelle plateforme, etc. Exactement. Donc, le métier aura, le contexte que vous avez sur un mot-clé restera un mot-clé, mais les best practices auront évolué avec le temps. Et là où je te rejoins, Michel, c'est que quelque chose qui est sanctionnant, moi je le demande à mes collaborateurs, à mes futurs collaborateurs, c'est de commencer par être certifié sur les produits Amazon. C'est quelque chose que je demande. Donc je ne travaille pas encore avec Iman parce que je n'ai pas encore les moyens, mais le jour où je l'aurai, je dirais, moi j'ai besoin... La qualité, ça se paye, monsieur. non, mais un besoin... premier que j'ai, c'est que tous mes collaborateurs, avant de commencer chez moi, ils soient certifiés chez Amazon. Je travaille autour de l'écosystème d'Amazon, et c'est pour ça. Si je travaillais dans l'écosystème de Google, je demanderais à ce que les gens soient certifiés sur Google. Et le dernier point qui est important, et ça fait partie de ces points-là, c'est qu'en fait, le métier qu'on va faire dans 2 ans, il est en train de s'inventer. Et le métier qu'on fera dans 5 ans, je n'ai même pas l'idée de ce que ça va être. Donc l'important, c'est qu'on est en constante formation et upskilling des talents dans les équipes et dans la vie professionnelle. Et c'est ça qui rend notre vie professionnelle beaucoup plus riche, et beaucoup plus riche que celle que nos parents ont pu avoir. Merci Laurence d'avoir remis la valeur travail à sa juste mesure. Pierre-Louis, ton avis sur les formations à privilégier pour intégrer le secteur e-commerce, et ensuite on avancera assez vite sur les autres questions, mais je vois en tous les cas que cette notion de formation était un point clé de par la richesse de vos réponses. Pierre-Louis. Pour rebondir sur la certification, pour moi c'est même un prérequis. Donc c'est même pas, c'est une non-question sur un CV. S'il n'y a pas le tampon, notamment sur du e-commerce au sens strict du terme, s'il n'y a pas ces tampons-là, et je rajouterai quand même le tampon Google, parce que dans le e-commerce, il y a Google Shopping qui prend de la puissance, et pas que sur du brun ou du blanc, il y a d'autres secteurs qui commencent à se mettre dessus. Donc les certifications Google, quelles qu'elles soient, sont importantes, y compris les outils d'ad serving et autres d'ailleurs. Mais en termes de formation,
j'ai tendance à penser, pour bosser beaucoup avec des industriels qui me demandent de recruter pour me remplacer en tant que consultant, parce que évidemment un consultant c'est trop cher, hein. Donc on recrute. La qualité, ça se paye. Ah, mais on recrute donc des CDI qui, en fait, le poste a été validé, donc on recrute un CDI. J'ai tendance à penser à date, de tous les profils que j'ai pu voir, c'est que le diplôme est important, mais s'il n'y a pas un projet, avec résultat négatif ou positif, mais résultat prouvé, c'est-à-dire la capacité à générer un livrable. Cette capacité à générer un livrable, si elle n'existe pas, ça va handicaper le candidat d'office. Pour une raison toute bête, c'est que le final cut sur le recrutement, c'est soit la direction marketing, soit une direction générale. Ça passe par les RH, mais le vrai, c'est le métier qui tamponne à la fin. Celui qui tamponne à la fin, il doit avoir la preuve que le candidat, sorti d'école d'ailleurs ou non, est capable de délivrer un projet et de donner ses résultats et les expliquer. Encore une fois, un négatif ou un positif. Donc la formation et les tampons Google et Amazon sont prioritaires, mais il y a cette capacité à délivrer et à prouver qu'on délivre, qui est centrale, quelle que soit l'école. De plus en plus. Et de plus en plus. Alors, cette capacité à délivrer, et qui est de plus en plus forte, comme tu viens de le dire, Iman, et cette capacité à délivrer, comme tu l'as dit, Pierre-Louis, montre quand même que ceux qui ont tous les tampons, comme on a dit, ou toutes les certifications, sont peut-être rares. Et donc, d'où ma troisième question. Quels sont les postes qui peinent à trouver des candidats dans le secteur e-commerce, Iman? Alors, il y a... En fait, ce qui se passe souvent, c'est que tout le monde prend conscience qu'il y a un problème à régler sur une plateforme e-commerce, sur un site, en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde a décidé que c'était bizarre, que les plateformes de e-commerce étaient pour servir des clients, qu'il y avait des clients de l'autre côté, et que, mince, ce client, il n'a peut-être pas une expérience qualitative sur ma plateforme, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à vendre assez, ou bien, etc. Je le fais un peu à l'humour, mais en gros, en ce moment, tout le monde se pose la question de la qualité de son expérience client, la qualité de son parcours client, la qualité de l'optimisation du parcours, etc. C'est les fameux Customer Success Manager? Ouais. Ok. Donc, le Customer Success Manager d'un côté, et puis l'UX, D'accord. le responsable expérience utilisateur ou UX machin, ou UI, donc celui qui dessine les parcours, l'User Interface Manager, donc celui qui dessine les parcours. Maintenant l'UX Writer, parce que même le contenu, c'est plus des concepteurs-rédacteurs, ce sont des UX Writers, c'est-à-dire qu'ils écrivent bien pour un client, au final, et pour améliorer une expérience client. Donc, en fait, en gros, et tout le monde veut la même chose en même temps. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question, veut l'améliorer, donc tout le monde veut améliorer son expérience client, ou veut la sortir du digital pour l'emmener sur l'omnicanal en même temps. Donc, dès qu'il y en a un qui lève le doigt et qui dit « moi, je fais de l'omnicanal », tout le monde s'abat sur lui, etc. Donc, on a quelques pénuries, mais qui sont des pénuries structurelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de gens qui ont démontré une expertise sur l'omnicanal ou sur l'UX, etc. Et donc sur les parcours clients. Le CRO, celui qui est l'expert de Conversion Rate Optimization. C'est l'émission qu'on a déjà tournée il y a quelque temps. Bon, et qui sera il a un peu le melon, lui. Il a raison d'avoir le melon. Tout le monde le veut. Et puis c'est vrai que le CRO, par exemple, c'est plusieurs compétences dans un poste. C'est de la data, c'est de l'analyse, c'est de la compréhension d'un tunnel d'achat ou funnel. Etc. Ah ouais, et puis aussi de la prédiction potentielle. Voilà. Et de l'autre côté, on a un gros sujet maintenant sur l'acquisition. C'était plus pénurique, l'acquisition de trafic. Et ça l'est redevenu parce que ça s'est complexifié. Ça avait été très compliqué, il y avait différents canaux, des experts par canal, etc. C'était compliqué. Puis les outils sont arrivés, les plateformes ont simplifié ça. Donc c'était plus du tout un sujet, plus personne voulait payer cher quelqu'un pour driver du trafic parce que c'était devenu automatique. Et puis on se rend compte que c'est pas si automatique que ça, qu'on peut faire beaucoup de bêtises avec l'automatisation à outrance, et que quand même l'arbitrage entre les différents canaux, la mesure réelle de la performance, alors d'où vient vraiment le client, parce qu'il est passé par 4 trucs, on l'a payé 4 fois, etc. Donc on a dit non, on va reprendre des gens un peu stratégiques, un peu voilà. Donc tout le monde veut aussi améliorer sa réflexion sur l'acquisition. Donc en ce moment, on nous demande de l'acquisition, beaucoup, du e-commerce dans le sens parcours client, expérience client, UX, UI, etc. Et les UX,
Oui, ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. D'ailleurs, de chez eux, en Espagne, au bord de la mer, pour un acteur du e-commerce à Lille, hein, ils préfèrent être chez eux à Barcelone que... Voilà, et puis... C'est étonnant, ça. Barcelone. C'est bizarre, hein. Mais ils peuvent le dire, et puis ils veulent bien bosser que 3 jours par semaine, et puis ou alors ils font la mission, ils travaillent 6 mois, puis après, pendant 3 mois, il ne faut rien leur demander, ils sont off, etc. Donc ils bossent un peu comme si c'était des freelances. Ah, mais ce sont des freelances. Ok. Il y a très peu d'UX qui acceptent aujourd'hui d'être salariés. Et C'est important de le dire. Hein. Et sincèrement, à leur place, on ferait peut-être pareil. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Merci J'entends, Iman. dans ce que tu dis, c'est Pierre-Louis. qu'il y a une espèce de grand écart. Il y a l'UX qui est quand même, c'est un métier extrêmement spécifique, limite technique. Et de l'autre côté, il y a le Customer Success Manager qui, lui, doit avoir une vision 180, parce que 360, on fait le tour sur soi-même, mais 180, sur plein de métiers différents, donc avoir une vision stratégique des choses. Donc, un UX qui veut travailler à Madrid, pas de problème, il a 28 ans, il travaille avec maman, et puis 2 jours, 3 mois par an, il ne fait rien. Par contre, le Customer Success Manager, c'est pas non plus un profil de 30 ou 35 ans, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de maturité, donc qui, est plus cher, et 2, qui a limite des cheveux blancs. Et ça, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de clients qui acceptent de payer. Pour voir. Ça va changer. Alors, pour moi, dans le pénurique, il y a la notion de « Ah non, non, moi, c'est pas plus de 70K, parce que 70K, si je passe à 80, c'est l'équivalent de mon chef de Patron de la groupe. » division là-bas, ouais. Donc, pour les questions politiques internes, je peux pas... oui, mais il veut 120. Ah oui, non, mais non, c'est 70. Ah bon, bah d'accord. Ton Customer Success Manager... Ça sera un assistant. Ça sera un assistant de la personne qui gère le e-commerce. Et qui n'aura pas la vision stratégique suffisante pour pouvoir emmener la boîte un peu plus loin sur le e-commerce. Il y en a beaucoup qui commencent à faire l'impasse sur une vraie vision stratégique parce que ça pose des questions d'équilibre interne. Et donc, est-ce qu'on met au COMEX ou pas? Ça va jusque là. Aussi de rentabilité, parce que ça dépend de la taille du client. C'est-à-dire que si tu coûtes 120, ça dépend de la taille du client. Tout le monde ne peut pas se payer. Si tu coûtes 120, il faut que tu sois couvert à 300 en marge brute. Non, mais je parlais chez un client. Mais chez un client, non, c'est pas une question de ça. Non, la payroll est un problème, mais c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est 120. Quand tu as un directeur marketing à 90 en FAT, ça la fout mal. Et puis 120, c'est du COMEX ou du CODIR. Merci pour ce point quand même très important, mais qui tourne autour du coût. Mais je voudrais entendre Ramata justement sur les postes qu'on peine à trouver. Et ensuite, on passera à la dernière question. Moi, en tout cas, j'ai trouvé des échanges extrêmement intéressants. Et là, en fait, moi, je découvre des fonctions que je connais pas, en fait. Et pour le coup, je suis un peu dans la même situation que certains patrons de marque que j'accompagne, où le premier problème, avant même de pouvoir définir précisément si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur l'acquisition ou alors sur l'expérience client, c'est déjà de faire mon brief et mon organigramme et de dire, en fait, c'est quoi mes différents problèmes et j'ai besoin, et quelle personne peut répondre à cette problématique. Et parfois, on est dans des situations où on va avoir des profils qui se disent j'ai besoin d'un community manager, et quand on creuse un peu, faut peut-être que tu fasses de l'acquisition avant d'avoir quelqu'un qui va manager ta communauté que tu n'as pas encore en fait. Et donc pour moi il y a des vraies questions déjà, simplement de prendre une feuille blanche et d'expliquer alors le e-commerce, qui sont les différents intervenants. Et ça, moi je trouve ça important de parler des non-initiés parce que c'est des vraies problématiques en fait où il y a des discussions qui ont l'air un peu triviales, mais pour le coup, quand on a un investissement à faire et un recrutement à faire, faut faire le bon et il faut savoir faire ce brief et après se dire c'est quoi la priorité ? Qui est la première personne que je dois recruter, qui est la deuxième, qui est la troisième. Et là, pour le coup, quand on n'a pas forcément les moyens d'avoir un man pour nous aider à recruter, des fois, on prend un stagiaire community manager et on se dit, il va gérer notre e-commerce. Et du coup, c'est un peu compliqué parfois. Oui, mais après, ça donne parfois des titres sur BFM TV qui sont pleins de fautes d'orthographe, etc. Enfin bref. C'est ce que tu vois parfois. Ce que tu vois, et après, on passera à la dernière question. Tu n'as pas les moyens, tu prends quelqu'un qui est de la com et tu lui dis tu vas faire de l'e-commerce et ça n'a rien à voir. Et du coup, on se retrouve avec des entreprises qui ont des pépites dans les mains, mais qui n'arrivent pas à scaler leur e-commerce parce que l'e-commerce, c'est pas juste avoir un Shopify, c'est aussi travailler l'ergonomie. Je préfère ergonomie à UX. T'as raison. C'est aussi attirer du trafic.
Et c'est aussi, juste pour répondre un peu à ta question, fidéliser tes clients. Et c'est un point qu'on oublie, c'est que, et ce qu'on a souvent, c'est les métiers à la mode, le social c'est à la mode, il n'y a pas de problème pour les recruter. Des bons c'est compliqué mais c'est difficile à évaluer. Le CRM, plus personne n'en parle. En revanche, on sait que fidéliser... Ça va revenir. Oui, non, mais justement, fidéliser... C'est pas la vague de maintenant. C'était la vague d'il y a 3 ans. Maintenant, on pense qu'on est au clair. On retravaille l'acquisition, on retravaille le parcours. Puis après, on se dira, mince, on a oublié de fidéliser. Puis on reviendra sur une pénurie de CRM. Et tu te rends compte que c'est 10 fois moins cher de fidéliser un client que d'aller en chercher un nouveau. Ça a été le débat sur le problématique cette fois-ci entre les DMP et ce qu'on appelle aujourd'hui des CDP. DMP qui étaient allés chercher du client et les CDP, Customer Data Platform, qui sont sur déjà gère bien ta base de clients, entretiens-les et peut-être que ton chiffre d'affaires sera plus important. Comme c'est moins à la mode, comme ça donne moins envie que le social par exemple, ben, le nombre de talents que tu vas avoir là-dessus, il est plus rare. On ne forme pas des jeunes, donc tu vas te retrouver avec des gens qui ont 35-40 ans. Il va falloir les payer. Ils ont un niveau de seniorité qui est suffisamment élevé. Ils ont des exigences qui sont assez élevées. Donc sur le CRM, on va être en crise. Et je suis obligé de vous interrompre parce qu'on en est déjà à presque une demi-heure de débat. Et donc, il va falloir passer à la dernière question. L'organisation. Alors justement, c'est celle-là la dernière question. Je vais y répondre en partie si tu veux bien. Bien sûr, mais alors je pose la question parce que c'est exactement sur quoi tu veux poser. Tu parles d'organisation, c'est bien ça? Ben, ma question, elle est simple. Existe-t-il une recette pour composer une équipe e-commerce performante? Sûrement, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait, que j'ai envie d'aborder la question. La question, ça dépend de la taille et du moment de vie du projet. C'est-à-dire que pour démarrer un projet e-commerce, tu ne peux pas aligner 10 personnes, 10 experts, etc. Ça ne sert à rien. Tu démarres un projet e-commerce avec un généraliste du e-commerce, avec un chef de projet e-commerce, un responsable, un chargé d'eux ou tout ce que tu veux. Et puis, ce sont des profils qui deviennent compliqués à trouver. Parce que tu as une petite boîte, tu lances le e-commerce, le projet grandit, le collaborateur grandit avec le projet. En général, il est arrivé là par hasard. Et ça donne un talent qui peut être super intéressant. Et il monte son équipe, il constitue. Donc il y a 3 métiers dans le e-commerce. Il y a l'acquisition, l'animation, l'activation si tu préfères. Et puis derrière, il faut livrer, il faut vérifier que le client est satisfait, qu'il a reçu son produit, etc. C'est un magasin. Donc dans un magasin, il faut faire entrer le client. Le client, il faut que son parcours soit agréable. Il faut qu'il ait envie d'acheter. Il faut qu'il aille à la caisse, qu'à la caisse, ça ne soit pas insupportable. Et puis que derrière, il soit content d'avoir le produit qu'il avait choisi et que ça ne craque pas dès qu'il enfile la robe, quoi. Ou elle. Et donc, ton patron de magasin, plus ta boutique est petite, plus le patron de magasin il est polyvalent, plus ta boutique est importante, plus tu dois spécialiser tes métiers. Donc, tu vois, l'organisation d'une équipe e-commerce, ça dépend de la taille du magasin, ça dépend de la maturité de l'équipe, ça dépend de la puissance et de la qualité de la marque que tu veux installer. Si tu lances une marque de mode luxe, ultra pointue, etc., tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir des photographes de bonne qualité. Donc, c'est peut-être là le vrai enjeu pour une marque de luxe, c'est la qualité de tes images, avec donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'équipe, de composition d'équipe type. Elle dépend de l'histoire de la marque, de là où on veut aller, de la taille, de l'enjeu, des contraintes de l'environnement autour. Créer une boutique, une marque de e-commerce, enfin un site de e-commerce chez un groupe hyper hiérarchisé avec des process dans tous les sens. Bonjour, tu ne peux pas le faire avec 2 personnes. Tu lances, tu as une marque de mode un peu middle qui veut se lancer. Nous, on a accompagné une marque mode enfant un peu premium. Ils sont 3, ils font le e-commerce pour le monde. Bon, tu vois. Merci Iman. Ramata. Du coup, moi, je suis assez d'accord avec ce point-là d'être vraiment en phase avec. Tout dépend d'où on en est, de la taille de sa boîte, et en face, on va aller identifier les profils dont on a besoin. Moi, ce que j'ai tendance à recommander, en tout cas, quand on est petit, c'est là où on va avoir tendance à se dire, on n'a pas beaucoup de budget, alors on va bricoler et on va prendre des profils à qui on va donner des missions qui sont un peu larges. Moi, j'ai tendance à recommander l'agence, vraiment, la délégation du site, des gens qui sont pros, qui vont vous assurer
s'assurer en fait d'aller chercher du chiffre d'affaires finalement, plus que... alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des freelances qui ne peuvent pas le faire, c'est plus que quand on n'a pas la compétence pour recruter, quand on ne maîtrise pas bien, au moins une agence, ça sécurise en fait. Et puis si on a des experts qui sont pédagogues, ils vont nous expliquer les différentes briques les unes à côté des autres. Voilà comment on fait un site, voilà le e-store management, voilà le web marketing. Et je trouve que sur une première ou une deuxième année, ça permet quand même de sécuriser son business pour après se dire, là, cette agence, ça peut nous accompagner à recruter une équipe finalement. Donc, Merci Ramata. Donnons la parole justement à des anciens d'agences. Donc, Laurence, ton avis sur justement les recettes pour composer une équipe e-commerce, parce que cette équipe e-commerce, elle peut être en interne, comme on l'a vu avec Iman, mais elle peut être également à travers des compétences externes. Toi, ton avis? Pour moi, il faut des spécialistes transfonctionnels. Des spécialistes, ça veut dire des gens qui maîtrisent bien et qui maîtrisent au bout des choses leur sujet. Transfonctionnels, ça veut dire qu'ils comprennent l'ensemble des enjeux qu'ils vont avoir. Et pour compléter ce qu'on s'est dit avant, ouais. Et qui sont obsédés par l'upskilling permanent. Voilà. Et ça, c'est les clés du succès. Ensuite, il faut un bon management, il faut les bonnes méthodes, plutôt dans une méthode agile pour pouvoir incrémenter et améliorer systématiquement le produit. Et là, on a la recette du succès sur le e-commerce. Merci Laurence. Le mot de la fin pour toi, Pierre-Louis. Le spécialiste transfonctionnel, c'est pas quelqu'un qui a 40K. Donc, il faut savoir en tant que start-up si tu es capable de payer ou pas. Et puis, le deuxième sujet, c'est que j'ai vu des expériences où il y avait des levées de capital. Alors, première levée de fonds, deuxième levée de fonds. Et en fait, sur 100 € levés, ils se retrouvent avec 70% juste pour payer un plateau de téléopérateur parce qu'il y a quelqu'un qui a complètement zappé le service après-vente. Et voilà. Donc l'équipe, pour rejoindre Iman, l'équipe type, elle n'existe pas en e-commerce. Quand tu as fait appel à une agence, l'agence média, d'ailleurs, l'agence qui accompagne sur le e-commerce, elle-même a du mal à trouver les bonnes personnes. Ils sont donc aussi sur le même problème de marché en pénurique. Et donc, le taux jour-homme, ce n'est pas du 400 € au jour, c'est du 800 jusqu'à du 1200 € au jour sur du senior, qu'on va considérer senior à partir de 5 ans d'expérience. Donc mettre toutes ces billes dans une agence qui dit ouais, je suis moi au niveau du e-commerce, il n'y a pas de problème, et en plus on va faire du transfert de knowledge chez vous, chez un de mes clients, il faut se dire qu'au bout de 2 ans, le contrat il doit être cassable très facilement et rapidement. Mais ça nécessite un je paye pour voir quand même quand on travaille en agence. Et encore, je ne critique pas les skills des agences, mais il faut avoir les épaules un peu solides. Une forte partie de ta rémunération soit basée sur non pas le jour-homme, mais la variabilisation. Mais le chiffre d'affaires que tu génères. Ça, c'est les nouveaux modèles qui sont en train d'arriver. C'est la délégation. C'est une vraie approche. Tu es un business partner, tu fais partie du... Voilà, c'est ça. Challenger sur le taux de conversion, vraiment. Et bien, chiffre d'affaire. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, la richesse de nos échanges et cette dimension, ce type d'échange que l'on a eu très spontané, c'est que véritablement, recruter dans le e-commerce, ou dans le digital même, on va dire, au sens large, c'est un vrai défi, quoi. Et donc, il n'y a pas, comme on l'a vu, un vrai défi, un vrai métier. Il faut payer pour voir. Et la qualité, ça se paye, comme recruter, je disais. mais il y a aussi fidéliser. Voilà, recruter et fidéliser. Et ça, ce sera le sujet certainement d'un autre débat. Mais en tout cas, merci de nous avoir au moins donné des clés pour comprendre les défis autour du recrutement sur le e-commerce. Merci à vous. Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du recrutement de collaborateurs en e-commerce. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le savoir-faire sectoriel, la capacité à s'auto-former et la capacité à comprendre les aspects stratégiques de sa fonction pour l'ensemble de l'entreprise sont parmi les caractéristiques du bon candidat pour un poste e-commerce. 2. Les fonctions autour de l'expérience client et de l'acquisition client sont celles qui sont les plus recherchées aujourd'hui. 3. Il n'existe pas de recette miracle pour constituer une équipe e-commerce. Il faut à la fois une entreprise qui investisse sur des compétences rares et un candidat spécialiste transfonctionnel qui allie connaissance de son métier et compréhension des enjeux de marché. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.
traduction et sous-titrage par Uptown.